je vous demande d'accueillir Hervé Toumir pour parler d'Amazon. Hervé, bonsoir. Bonsoir Michel. Alors, peut-être un petit mot de présentation, le temps qu'on mette la machine en place et tout. Hervé Toumir est senior vice-président et senior partner chez Devoteam, acteur majeur, mais je pense que tout le monde vous connaît ici. Hein, non Oh, je ne sais pas, peut-être. Voilà. Acteur majeur du conseil en technologie innovante et en management pour les entreprises. Alors vous avez étudié et analysé notamment le cas Amazon avec un livre qui sort, je crois, c'est imminent. Dans les prochains jours. Dans les prochains jours, qui s'appelle « Un libraire pas comme les autres, la preuve par 5 ». Et je crois qu'aujourd'hui, vous allez nous parler d'Amazon en 5 points, c'est ça en fait? Oh, ça sera même peut-être plus court. Ouais. Hein, mais quand il est déjà 18h, 19h, 18h45. On a le temps. On a le temps. On a le temps. La question que je me suis posée, moi, c'est face à Amazon, parce que j'ai entendu parler beaucoup. Est-ce qu'on est définitivement perdu? Alors, je vais adopter la méthode de Marc. Il y a 2 réponses possibles. Attention. La première, c'est oui. Là. Alors, si je vous dis oui, je pense que ma présentation est terminée. Merci. Je vous propose d'aller au bar, parce que je ne voudrais pas plus planter l'ambiance pour finir la soirée. Mais si je vous dis oui comme cela, à mon avis, vous ne me croirez pas nécessairement. Alors, on a vu qu'il y a des points de faiblesse quand même. On se dit, il y a peut-être une faille. Alors, si je vous dis non, il va falloir quand même que je sois un peu plus argumenté, et c'est tout l'objet de cette présentation. Voilà. Vous avez 30 minutes pour nous convaincre, je pense. Merci. Je vous laisse. Donc, évidemment qu'il y a sans doute des options à considérer, mais pour pouvoir bien les considérer et se dire comment faire pour finalement contourner la menace Amazon, la question qu'on pourrait d'abord se poser, avant de répondre définitivement à la question, c'est qui est Amazon? Alors, je vais essayer d'y répondre très brièvement, sachant qu'on a déjà évoqué l'animal à plusieurs reprises aujourd'hui. Et dans ce qui était présenté notamment par Marc tout à l'heure, je faisais des parallèles, parce qu'une manière assez simple d'illustrer ce qu'est Amazon, finalement, c'est de l'illustrer par un mot que j'aime utiliser, c'est une machine à croître. Amazon, c'est une machine à fabriquer de la croissance. Juste pour illustrer le point, 2 éléments. Le premier, 31% de croissance en 2017 pour 178 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres entreprises qui aient réussi à délivrer un tel niveau de croissance pour un tel niveau de chiffre d'affaires. Et ce qui est assez surprenant d'ailleurs sur cette évolution, c'est que plus le chiffre d'affaires grossit, plus le taux de croissance lui-même augmente. Alors on n'est pas encore au niveau de la croissance exponentielle, mais je pense qu'on est au moins sur une évolution parabolique. Donc ça, c'est le premier élément qui est quand même assez surprenant, c'est cette capacité que cette entreprise a réussi à développer pour alimenter en permanence une machine à croître. Le deuxième élément, juste pour vous donner une idée de ce que représente cette croissance, la croissance d'Amazon aux États-Unis l'année dernière, c'est 2,4 fois le chiffre d'affaires, donc on compare la croissance au chiffre d'affaires, 2,4 fois le chiffre d'affaires réalisé par Walmart, qui est quand même l'un de ses principaux concurrents sur le territoire américain. Donc, premier élément à retenir quand on parle d'Amazon, quand on pense Amazon, c'est la machine à croître. Le deuxième élément que je voudrais partager avec vous, quand on pense Amazon, évidemment, c'est un destin boursier hors du commun. Alors pour tout vous dire, pourquoi je me suis intéressé à Amazon, c'est parce qu'il y a un peu plus d'1 an, on était en mai 2017, je lis le journal et je découvre un article qui indiquait que depuis sa création, ça faisait 20 ans, en mai de l'année dernière, Amazon fêtait ses 20 ans au Nasdaq, l'action avait juste cru de 66 000%. 66 000%, sachant qu'entre-temps, l'entreprise avait failli disparaître, puisque en 2001, le titre avait perdu 90% de sa valeur. Pour autant, quand on regarde depuis l'introduction
d'Amazon au Nasdaq, l'entreprise a cru de 66 000 %. C'est juste hallucinant quand on pense à la masse d'argent que ça peut représenter. Cette masse d'argent, en juillet, la capitalisation boursière de l'entreprise, en juillet 2017, passe la barre des 500 milliards de dollars. Et là, à nouveau, on parle beaucoup d'Amazon dans la presse en disant « ça y est, Amazon rejoint le club extrêmement fermé des sociétés qui ont dépassé ce seuil, à savoir Apple, Google, Microsoft ». Déjà, une très belle performance. 4 septembre 2018, Amazon, qui depuis avait largement distancé Google et Microsoft, passe la barre des 1000 milliards de dollars, juste derrière Apple. Et depuis 2 mois, d'ailleurs Michel l'évoquait tout à l'heure en introduction, l'entreprise a quand même perdu 20% de sa valeur. Près de 200 milliards de capitalisation boursière se sont évaporés en 8 semaines. C'est quand même assez hallucinant. Donc, une entreprise, donc c'est le deuxième message, qui vit un destin boursier absolument hors du commun, d'autant plus que cette entreprise n'a toujours pas démontré qu'elle était rentable. Alors certains diront qu'effectivement, à travers son activité cloud, elle gagne de l'argent, ce qui est vrai. Mais si on s'intéresse de près à son core business, l'entreprise ne gagne pas d'argent, même depuis 2 ans, elle brûle du cash. Il y a un vrai sujet de rentabilité dans cette entreprise, et pourtant, jusqu'à présent, en tout cas jusqu'au 4 septembre, les marchés lui faisaient confiance. Et pourquoi les marchés lui faisaient confiance? Et je fais toujours le lien avec ce qui était présenté par Marc tout à l'heure. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'elle croit. Alors peut-être croira-t-elle toujours comme cela indéfiniment, ou peut-être pas, on va peut-être en reparler un peu plus tard. Une chose est certaine, c'est que, à mon avis, au-delà des chiffres, au-delà de la performance commerciale, au-delà de la capitalisation boursière de cette entreprise qui est juste énorme et qui lui permet donc du coup de disposer de moyens que très peu d'autres groupes dans le monde disposent, la principale chose qu'il faut retenir de cette entreprise, et là je reprends le propos de Gilles, c'est qu'Amazon, c'est une entreprise plateforme par excellence. Alors je ne vais pas vous réexposer les principes de l'entreprise plateforme, Gilles les a exposés tout à l'heure. Ce que je voudrais juste rappeler qui me paraît assez intéressant dans cette histoire, c'est que cette entreprise plateforme, Jeff Bezos l'a imaginée dès le départ. Et il l'a imaginée dès le départ en voyant l'opportunité que le web représentait pour devenir un nouveau canal d'intermédiation. Ce canal d'intermédiation allait permettre de mettre en relation des clients et des partenaires, ces clients pouvant être, bien entendu, des particuliers, mais pouvant être aussi des entreprises, pouvant être des artisans, pouvant être des sociétés de services, ces partenaires pouvant être eux-mêmes des particuliers, des entreprises, des logisticiens, des sociétés de services. En d'autres termes, un environnement qui permettait de mettre en relation des entités clients et partenaires qui, en réalité, utilisaient Amazon comme le centre névralgique qui allait permettre d'écouler à la fois des flux de marchandises, des flux d'informations et des services. Et en fait, c'est ce modèle absolument incroyable, parfaitement mécanisé, et j'utilise le terme mécanique parce que je considère qu'aujourd'hui c'est extrêmement bien mécanisé, qui a permis à Amazon de soutenir son évolution qui s'est faite en particulier avec un levier essentiel, et là je rejoins ce que Régis évoquait au début de la réunion, c'est les technologies de l'information. Sans les technologies de l'information, jamais Amazon ne serait ce qu'est cette entreprise aujourd'hui. Donc, en exploitant à la fois une vision, en créant un nouveau business model et en utilisant les technologies de l'information, Amazon, c'est pour moi devenu l'entreprise plateforme par excellence. Et s'il y a bien un élément qu'il faut retenir de cette carte d'identité, c'est bien celui-là. La conséquence, et c'est mon dernier point pour caractériser Amazon, c'est que ça a permis l'entreprise,
Ça permet à l'entreprise de disposer d'une position concurrentielle assez unique. Et je l'illustrerai en particulier à travers un point. C'est que non seulement Amazon a désintermédié le marché de la distribution entre les distributeurs en particulier et les clients consommateurs, mais Amazon a également désintermédié le marché des entreprises en offrant des services entre les entreprises elles-mêmes. Cette double désintermédiation positionne Amazon dans une situation extrêmement originale qui rend effectivement la menace d'autant plus importante pour bon nombre d'entreprises. Et évidemment, la question, c'est de se dire, est-ce inéluctable? Alors, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans la machine, et peut-être qu'une fois qu'on aura étudié comment fonctionne la machine, je finirai par répondre à la question. Parce qu'on est bien sur une machine, comme je vous le disais tout à l'heure. Premier élément qui caractérise cette machine, c'est l'ADN d'Amazon, j'aurais pu dire l'ADN de Jeff Bezos. Gilles, à plusieurs reprises, l'a cité en référence. Il est très clair que la vision qu'il a développée et les principes fondateurs qu'il a mis en œuvre pour créer l'entreprise ont été déterminants. 3 éléments à retenir pour caractériser cet ADN. Le premier élément, c'est l'obsession du client et la qualité de service rendu. C'est l'élément primordial. On pense client, le reste suit. Deuxième élément essentiel, on pense toujours long terme sur ce qu'on veut faire, sur l'ambition que l'on a. La rentabilité suivra. Jusqu'à présent, elle n'a pas été démontrée, mais il n'en demeure pas moins que c'est ce qu'il a écrit dans la toute première lettre qu'il a communiquée aux actionnaires en 1997. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si vous téléchargez les communications chaque année que réalise Amazon quand il publie ses résultats, c'est que très souvent, vous avez la lettre de Jeff Bezos aux actionnaires. Et très souvent, Jeff Bezos termine son courrier en indiquant qu'il se permet de rappeler pour information la toute première lettre qu'il leur avait envoyée. Et quand il leur avait envoyé cette lettre, il leur indiquait très clairement que les actionnaires ne s'attendent pas à une rentabilité immédiate. C'est quand même assez incroyable qu'une entreprise ait pu progresser ainsi en affichant délibérément le fait que la rentabilité de son activité n'était pas nécessairement sa priorité immédiate. Troisième élément qui caractérise également cette entreprise, et à nouveau je ferai le parallèle avec la question du contrôle de gestion chez IBM, et du contrôle de gestion d'ailleurs que je connais à titre personnel dans la plupart des entreprises, et en particulier dans celles où j'ai eu l'occasion d'œuvrer. Les grandes entreprises sont surstaffées de personnes qui, à longueur de journée, essayent de comprendre ce qui vient de se passer. On est dans une logique en permanence dans les grands groupes qui consiste à essayer de comprendre ce qui s'est passé pour éventuellement éviter que ça ne se reproduise pas et donc de mettre en place les plans d'action correctifs pour que la situation s'améliore par rapport à une prévision ou un objectif qu'on s'était fixé. On est d'accord, Michel ? Marc, on est d'accord ? Bon. Eh bien, chez Amazon, ça ne se passe pas comme ça. Chez Amazon, quand Jeff Bezos a créé la société, il a créé le concept du Day One. Donc Day One, c'est quoi ? C'est de dire qu'il faut toujours être dans l'urgence, et l'urgence, c'est ce qui va se passer dans les 3 prochaines heures. Ce n'est pas ce qui s'est passé hier, ou la semaine dernière, ou le dernier trimestre. Pourquoi on n'a pas été bon, ce qu'il faudrait faire pour s'améliorer. C'est le focus, c'est qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour faire en sorte que l'entreprise tienne ses promesses. Full point. Donc retenez bien ces 3 éléments parce qu'ils sont quand même extrêmement intéressants. Je pense que pour certains d'entre eux, on pourrait imaginer qu'ils puissent s'appliquer sous forme un peu de greffe dans bon nombre d'entreprises, et pourquoi pas, y compris celles qui constituent l'écosystème AFM. Deuxième point clé qui caractérise, de mon point de vue, la machine à croître, c'est les 5 leviers
où les 5 pignons de transmission de puissance, on va faire de la mécanique, qui font que le moteur, mais il fonctionne, mais alors à fond. Premier levier, l'offre. Quand, dans les années 60, le concept de l'hypermarché a été créé, il a été créé avec une idée qui consistait à dire on va mettre tout sous le même toit. Et dans un hypermarché, on va dire qu'on trouve aujourd'hui, dans un gros hyper, 100 000 références. Régis, Xavier, on est d'accord? 100 000 références. Alimentaire, non alimentaire, on offre des services. Quand on ouvre le portail Amazon, on a sous un clic 350 millions de références. Une offre incomparable, qui fait d'ailleurs aujourd'hui qu'aux États-Unis, quand un Américain cherche une information sur un produit, il ne va pas sur Google, il va d'abord sur Amazon. Pratiquement 2/3 des recherches sur des informations produits aux États-Unis sont faites sur Amazon. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on part du principe que quand on cherche un produit, on est à peu près certain de le trouver sur Amazon. Ça a été vrai au départ quand on voulait acheter des livres, parce qu'il faut savoir que quand Amazon a été créé, Jeff Bezos a eu cette intuition par rapport à l'émergence du net. Et pourquoi il a démarré sur la vente de livres? Parce qu'il s'est dit finalement, quel est le produit dans le commerce qui nécessite le rassemblement d'un nombre de références juste gigantesque qui fait qu'on n'arrivera jamais à trouver une librairie physique où on rassemblera tous ces livres? C'est bien le livre. Et donc, je vais créer la plus grande librairie du monde. Et je créerai la plus grande librairie du monde parce que cette librairie sera digitale. Ça, c'était quand même culotté. Alors, il faut savoir que cette année-là, donc on est en 1994, vous avez Barnes & Noble qui avait publié un article expliquant qu'il y avait comme ça une entreprise là, qui avait une prétention totalement démesurée. Je pense qu'aujourd'hui, plus personne n'oserait revendiquer le fait que, effectivement, tout cela, c'était pas un propos approprié, d'autant plus que non seulement Amazon a été en capacité à ouvrir son catalogue à de multiples produits, mais y compris des marques qui jusqu'à présent se refusaient d'y aller. Typiquement, l'année dernière, Nike, qui s'était toujours refusé d'aller sur Amazon, a décidé de réaliser un partenariat, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Donc, premier levier qui va générer la croissance et qui est vraiment l'élément de base qui explique la croissance qu'a réalisée Amazon jusqu'à présent, c'est la puissance de son catalogue. Deuxième élément, et là pour le coup, je reviens sur les propos de Gilles, évidemment l'expérience client. Alors oui, je suis d'accord, l'expérience d'un point de vue émotionnel, c'est pas ce qu'on vit comme quand on utilise un iPhone ou une application développée sur une plateforme Apple qui en général fait qu'on a une relation qui devient carrément personnelle avec son téléphone. Pas dire qu'Amazon brille par le caractère, je dirais, ergonomique et particulièrement léché de l'interface graphique, par exemple, de son portail. Par contre, Amazon offre une expérience extrêmement fluide, extrêmement simple, rapide et surtout une expérience fiable. Et parce qu'on a confiance dans l'utilisation des services qui sont proposés, les clients se sont massivement décidés à utiliser les services qui étaient proposés. Et ça, à nouveau, c'est quelque chose qui est relativement nouveau dans l'histoire du commerce, et en particulier
sur les dernières années, quand on pense qu'en particulier dans les produits non alimentaires, on zappe très facilement. Un téléviseur Sony, qu'il soit vendu par Amazon, qu'il soit vendu par Auchan ou qu'il soit vendu par la Fnac, il n'y a pas grand-chose qui va distinguer le téléviseur, sinon le fait qu'on l'achète à un bon prix et qu'on va pouvoir l'avoir demain avec une qualité de service à la livraison et éventuellement après avec le SAV qui fera la différence. Mais finalement, c'est le même produit. Pourtant, 90 millions de clients aux États-Unis, sur 125 millions de foyers, ont décidé d'adopter Amazon comme, on va dire, le prestataire de service chez qui je trouve tous les produits et chez qui je sais que si je les commande, demain je serai livré à 10 heures parce que c'est la promesse que l'on m'a donnée. Et si jamais ça n'arrive pas, je serai appelé en avance et on s'excusera pour trouver une solution avec moi pour régler le problème. Cet élément a été essentiel pour soutenir le développement de l'activité d'Amazon et je ne parle pas non plus des recettes, évidemment, que les abonnements génèrent pour Amazon aujourd'hui. Troisième composant du moteur, je ne reviendrai pas sur les données, on en a très largement parlé, mais il est évident que Amazon, c'est aussi une entreprise de data. Je voudrais juste parler d'une chose, c'est l'exploitation des data. Et je voudrais juste souligner la capacité qu'a Amazon à transformer une visite en une vente. L'année dernière, 22 milliards de visites sur le site Amazon sur l'année 2017, 5 milliards de commandes. Donc un taux de transformation de 23% sur le net, entre vous et moi, c'est plutôt pas mal. Deuxième élément, et ça c'est récent, ça sort d'une étude parue par c'est McKinsey qui a publié cette étude, 35% des commandes réalisées sur site Amazon résultent de suggestions en ligne. Alors comment réaliser cette performance? Tout simplement par une intelligence autour de l'information. Et cette information, c'est finalement la possibilité d'anticiper finalement ce qu'on va nous demander, ce qu'on est susceptible d'attendre et qui va faire qu'on va le faire. On va acheter le produit. Quatrième élément qui explique le fonctionnement du moteur. On a parlé évidemment des technologies de l'information. Je voudrais revenir juste un instant sur la façon dont l'organisation fonctionne. L'organisation d'Amazon, c'est une organisation hyper industrielle. Je pense que ce n'est pas toujours très drôle de travailler chez Amazon. Par contre, hyper rodé, hyper huilé, fondé sur des équipes de petite taille, les fameuses pizza team. Alors pourquoi on les a appelées pizza? Parce que si vous avez déjà essayé de couper une pizza au-delà de 12, c'est très compliqué. Donc si une équipe fait plus de 12 personnes, ça veut dire qu'elle est trop grosse, donc il faut la couper en deux. Donc chez Amazon, on va dire que comme le système d'information, l'organisation a été modularisée en microservices, APIsés, très agile, très performant, parce que évidemment, derrière tout cela, il y a une mesure continue de la performance et un focus permanent sur l'amélioration de la qualité. Voilà, quatrième élément qui explique le fonctionnement du moteur, donc une entreprise extrêmement bien mécanisée, avec des process, une organisation, une IT, une donnée de précision qui fait toute la différence et qui explique d'ailleurs que l'expérience client est d'abord fondée sur cette simplicité et cette fiabilité, plus que finalement le côté spectaculaire ou sophistiqué. Dernier élément qui caractérise le fonctionnement du moteur, eh bien évidemment l'innovation. On en a aussi parlé aujourd'hui. Alors peut-être que ce discours, c'est un peu une synthèse des différents points qu'on aura évoqués et qu'on applique au cas d'Amazon.
Alors, je voudrais juste rappeler que sur cette planche, je n'ai pas pu représenter d'une manière visuelle l'innovation telle que j'aurais voulu, parce que, en fait, on s'aperçoit que plus on avance dans le temps, plus le nombre d'innovations augmente. Ce qui veut dire qu'en fait, il y aurait une superposition des innovations par rapport à tout ce que Amazon a été amené à développer, et ça n'aurait pas vraiment rendu la slide très lisible. Mais ce qui est quand même extrêmement parlant, c'est de voir à quel point, très tôt, cette entreprise a fait de l'innovation, finalement, le principe essentiel de son développement, et comment ces innovations ont systématiquement accompagné le développement de l'entreprise. Alors, juste pour finir, quant à la compréhension de la machine à croître, je voudrais conclure cette deuxième partie sur, finalement, quelque chose qu'on évoque assez rarement, mais qui pour moi est sans doute l'élément le plus important dans l'histoire. C'est que la façon dont Amazon s'est développée, et on le voit clairement, hein, il y a eu 5 étapes dans l'histoire de l'entreprise qui se sont déroulées, j'aurais pu dire 5 cycles. 5 cycles qui partent à chaque fois d'une innovation qu'on teste, on l'expérimente, on la valide, on l'industrialise, on la met sur le marché. Dès qu'elle est sur le marché, on rentre dans un processus d'amélioration continue. Et si les résultats sont au rendez-vous, la valeur créée, elle est soit réinvestie dans une nouvelle innovation, soit on utilise cette valeur pour capitaliser sur cette innovation et la diversifier pour d'autres besoins. Alors, le plus bel exemple, à mes yeux, qui illustre cette mécanique, c'est le cloud. Parce que finalement, il ne faut pas se tromper, Amazon a créé le cloud, le concept du cloud, dès 2007. Et comment l'idée est venue, enfin je pense, hein, je vous donne mon point de vue, c'est que finalement, l'architecture qui avait été mise en place était telle qu'elle offrait des possibilités de scalabilité, de robustesse et de service, que l'entreprise s'est dit, mais finalement, si on l'offrait à nos clients, on en fait une nouvelle activité. Et on en fait une nouvelle activité parce qu'on est devenus les industriels du sujet. Résultat des courses, les services cloud chez Amazon aujourd'hui, c'est 17 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 43% de croissance en 2017, un leader incontesté sur un sujet pour lequel finalement Amazon n'était pas en soi une boîte de tech au départ. En fait, c'est devenu une boîte de tech parce que Jeff Bezos avait considéré que ça allait devenir le moteur essentiel de son développement. Et du coup, il a recyclé cette idée en faisant un service qui s'est mis à développer et à vendre aux entreprises. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable que d'arriver en permanence à avoir su recycler et capitaliser sur des investissements qui, par ailleurs, font que ça permet de mutualiser les coûts. Donc, ayant dit tout cela, c'est vrai que on pourrait dire finalement l'histoire est quand même très très compliquée. L'histoire est quand même très très compliquée. Moi, pour autant, je pense qu'elle n'est absolument pas terminée. Et je ne le dis pas d'une manière candide ou naïve, je ne le dis pas pour vous faire plaisir parce qu'on est ensemble ce soir. Je suis convaincu qu'on est juste au début d'une histoire. On est juste au début d'une histoire. Vous savez, c'est comme le cloud, hein, c'est les 75% versus les 2% que tu évoquais, Régis. On n'en est qu'au tout début. On n'en est qu'au tout début. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, pour le commerce moderne, il faut pouvoir évidemment se positionner sur le web pour vendre des produits, mais il faut aussi savoir le faire en maintenant une relation avec les clients parce qu'on aime bien aussi commercer, on aime bien acheter. Et l'acte d'achat, la dimension émotionnelle restera toujours quelque chose d'essentiel. Alors peut-être pas pour tous les produits, et tout l'enjeu, ça sera justement de savoir combiner ces éléments. Donc moi je pense, si vous voulez, que rien n'est perdu. D'autant plus que ce modèle, il n'est pas dénué de failles. Alors, j'ai encore combien de temps, Michel? Un quart d'heure. La vie est belle.
Si, la vie est belle. Tout ira bien. Le modèle n'est pas dénué de failles parce qu'il y a un élément que je ne vous ai pas raconté qui me paraît essentiel. C'est que le développement d'Amazon s'est fait en bénéficiant de circonstances exceptionnelles. Quelles sont ces circonstances? Une innovation qui a complètement disrupté le marché sur un média sur lequel, je dirais, l'entreprise s'est positionnée pour accompagner un développement, je dirais, qui lui, effectivement, est inéluctable, c'est-à-dire on utilise tous aujourd'hui Internet, c'est devenu quelque chose qui fait partie de notre vie quotidienne. Pour autant, aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'il faut l'utiliser. Bon. Mais pendant bon nombre d'années, combien de distributeurs se sont dit, oui, il est impératif de s'engager avec une vraie stratégie omnicanale qui intègre les technologies digitales, sur lesquelles je vais m'adosser pour exploiter la data d'une manière intelligente? Très peu, très peu. Ça fait assez peu de temps en réalité que les retailers s'y sont mis. Et quand je dis ça, c'est pas un jugement, c'est un fait. Ce que je constate pour autant, c'est que quand on commence à s'y mettre, ça porte ses fruits. Donc là, il va y avoir un changement. Deuxième élément qui me paraît très intéressant, du coup, c'est que Amazon a donc pu se développer pendant bon nombre d'années, finalement, sans avoir une réelle concurrence, en particulier à l'échelle mondiale. Aucun acteur global engagé dans un modèle qui venait concurrencer Amazon. C'est quand même extraordinaire. Une situation quand même assez unique. Troisième élément, des moyens capitalistiques juste colossaux, comme très peu d'entreprises en ont. Quatrième élément, le fait de l'avoir fait sur un marché domestique qui est juste la première économie mondiale. Cinquième élément, absence totale de réglementation. Donc finalement, des conditions qui sont juste exceptionnelles et qui, à mon avis, ne vont pas durer. Alors pourquoi elles ne vont pas durer, hein? Si j'ai mis la photo de qui vous savez, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'il y a des nouveaux concurrents qui arrivent. Alors j'ai volontairement pas mis de concurrents européens, comme ça évite tout problème d'ordre politique ou diplomatique. Non, j'ai mis typiquement la photo du patron d'Alibaba parce que là on est avec des acteurs qui jouent dans la même division, qui ont des moyens capitalistiques à minima aussi importants qu'Amazon, qui ont un marché domestique en devenir qui n'a absolument rien à voir avec le marché américain, hein, qui ont des compétences et des modèles opérationnels et une agilité, et d'ailleurs, Régis, tu en parlais tout à l'heure, qui est juste phénoménale. Donc moi, je dis juste qu'on est aujourd'hui à un tournant. Rien que sur ce sujet-là, on voit émerger de nouveaux types de concurrents qui jusqu'alors n'existaient pas et qui font que les choses vont se durcir pour Amazon. Deuxième élément, qui est une conséquence. Ces nouveaux acteurs ne cherchent surtout pas à se positionner dans un modèle concurrentiel frontal comme le fait Amazon. Amazon, c'est la concurrence frontale, point barre. Il y a certains acteurs qui osent des alliances hein, dans le domaine de la distribution, il n'y en a quand même pas beaucoup. Quand on regarde le modèle d'Alibaba, ou même qu'on regarde celui par exemple de Google, il est beaucoup plus complémentaire en termes de synergie et de capacité à tisser des alliances avec un distributeur, comme par exemple les distributeurs de l'écosystème Mullier, qu'Amazon. Enfin, je veux dire, c'est limpide. Donc il y a des opportunités de synergie qui d'ailleurs se sont concrétisées, on l'a bien vu sur les 18 derniers mois, qui laissent penser, d'une part, que non seulement Amazon va avoir à faire face à de nouveaux concurrents sérieux type Alibaba, mais aussi
des alliances qui ne vont que durcir la situation et en plus, potentiellement, isoler Amazon. C'est d'autant plus vrai que si vous regardez l'échiquier mondial, même si l'économie va continuer à croître aux États-Unis, on voit bien un ralentissement. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, quand je dis un ralentissement, c'est par rapport au potentiel de croissance. C'est ce qui fait d'ailleurs que bon nombre d'acteurs de la nouvelle économie américains ont annoncé récemment des prévisions de croissance moins importantes que ce qu'ils prévoyaient. Et c'est la raison pour laquelle l'action d'Amazon a fortement chuté ces dernières semaines. Donc je dirais l'horizon de développement aux États-Unis n'est plus nécessairement le même que ce qu'on a pu connaître en termes de taux de croissance ces dernières années. L'Asie, alors là pour Amazon, l'horizon est extrêmement bouché en Chine évidemment, mais même en Inde, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais l'été dernier, Walmart a racheté le premier e-commerçant indien. Et je pense que ça va être très compliqué dorénavant pour Walmart de prendre des positions en Inde. Donc, quand vous n'êtes pas bien positionné ni en Chine ni en Inde, conquérir l'Asie, c'est quand même vachement compliqué. Et puis l'Europe, il y a encore de la place. Il y a encore de la place. D'ailleurs, c'est, je pense, intéressant pour nous tous, en tant qu'Européens. Et c'est une place un peu particulière, notamment pour Amazon, parce que même si aujourd'hui il est dans une position dominante dans les pays où il est implanté, il n'en demeure pas moins que ça reste un marché fragmenté. Et avec une réglementation qui ne va pas aider dans le temps Amazon, et qui peut être une opportunité pour des acteurs européens. Surtout s'ils s'allient avec les acteurs qui vont bien pour accélérer leur mutation vers, on va dire, un modèle hybride, parce que c'est cela qu'il faut envisager pour faire la différence vis-à-vis d'un Amazon. Troisième élément, le durcissement de la position des États. Je disais tout à l'heure qu'Amazon a bénéficié pendant au moins 2 décennies d'une absence totale de réglementation. C'est en train de changer, que ce soit d'un point de vue fiscalité que d'un point de vue réglementaire. La menace croissante de la cybercriminalité. Imaginez une seconde que lors du Black Friday qui va avoir lieu dans les prochains jours, vous avez une attaque massive chez Amazon. Je ne suis pas certain que ce qu'a connu Alibaba la semaine dernière se reproduira. Imaginez une fuite de données massive vers un pays exotique